Bonjour tout le monde. Merci d'assister à notre séance Conversation anti-racisme, le mouvement Black Lives Matter et son impact au Canada, organisée par Expérience Canada. Je m'appelle Chandra Mings et je suis ambassadrice de la lutte contre le racisme pour Expérience Canada. Présentement, j'habite à Ottawa et je travaille comme spécialiste de développement professionnel à l'Université d'Ottawa et j'aide les étudiants avec leurs objectifs de carrière. Dans mon rôle, je vois les inégalités qui se manifestent sur le marché du travail et je fais mon mieux d'offrir du soutien aux étudiants pour surmonter ces défis. J'ai hâte de mener cette conversation comme c'est un sujet qui me tient au cœur. Et en fait, ce webinaire fait partie de la série de conversations La vie de nos comptes et anti-racisme d'Expérience Canada. C'est produit en anglais et en français. Et la série vise à accroître la capacité des jeunes à s'engager dans des conversations contre le racisme. Et en fait, c'est une série d'événements en direct sur 7 semaines qui sera accompagnée de guides de discussion et matériel éducatif. Avec cette série, on veut vraiment amplifier le message et les voix du mouvement Black Lives Matter, la vie de Noirs compte, mais aussi des militants luttant contre le racisme au Canada. Et en fait, pour cette séance, nous avons 3 conférenciers qui sont impliqués dans le mouvement Black Lives Matter ici au Canada. Harry Jumis, Anna Chevalier et Gabriela Quinte-Garbo. Et même avant de commencer, j'aimerais remercier la Fondation RBC, un partenaire pour cette série. Nous sommes très reconnaissantes pour leur soutien qui nous donne l'opportunité d'encourager les conversations importantes sur le antiracisme avec des jeunes à travers le Canada. Pour notre séance, toutes les questions seront prises à la fin de la séance, mais pour toute difficulté technique, il faut juste lever la main ou même envoyer un message dans notre chat box. On va commencer avec notre première conférencier qui seront Harry Jumis et Anna Chevalier. Donc, vous pouvez mettre votre caméra si possible. Merci beaucoup. En fait, Harry Jumis et Anna Chevalier, ils sont les fondateurs de Never Was Average. Ils sont des transformateurs de couture et des facilitateurs qui sont dédiés à la création artistique et culturelle pour stimuler le changement social. Un de leurs projets récents est la création d'une fresque de rue qui dit « La vie de Noir compte » sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Et en fait, j'ai préparé quelques questions pour vous. Comme je suis certaine, notre public aimerait savoir davantage sur vous et vos projets. Donc, je vais commencer avec la première question. En fait, j'adore le nom de votre organisation. Et pour tous les jeunes qui écoutent, pouvez-vous nous parler un peu de vous, mais aussi la signification de Never Was Average et ce que Never Was Average vise à faire? Merci beaucoup de nous avoir, probablement, Chanda. On est vraiment content d'être ici puis d'avoir cette opportunité-là de discuter de ce sujet qui est vraiment important. Juste avant qu'on rentre un peu dans qu'est-ce qu'on fait à Never Was Average et tout ça, nous, normalement, chaque fois qu'on fait des conférences ou des événements, on aime vraiment ça, de prendre le moment de faire une reconnaissance territoriale. Ça va prendre comme 2 minutes, on pourra faire ça, puis après ça, on rentrera dans les questions. Oui. Si c'est correct avec c'est toi, correct bien sûr. avec toi. C'est correct, merci. Donc, on est ici aujourd'hui sur un territoire non cédé, connu sous le nom de Tiohtià:ke et comme Montréal pour bien d'autres. Nous, on est à Montréal aujourd'hui. Cette terre est historiquement connue comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Nous sommes reconnaissants aux Kanien'kehá:ka qui continuent de prendre soin de cette terre et à la terre elle-même pour la manière dont elle nourrit la résistance noire tout en favorisant les possibilités de solidarité décoloniale entre les communautés. Donc aujourd'hui, je veux juste que toutes les personnes qui écoutent, que vous réfléchissez un peu à où est-ce que vous vous êtes situés aujourd'hui. Merci pour la reconnaissance territoriale. Maintenant, pour répondre à ta question, Sandra, Never Was Average, je pense que tout le monde adore le nom aussi. C'est quelque chose qui ressort dès le début, dès que tu rentres en contact avec notre organisation. En gros, Never Was Average a beaucoup de définitions dans le nom. C'est pour ça que ça s'appelle Never Was Average. C'est vraiment un nom qui sort de l'ordinaire. Mais une des plus gros messages derrière Never Was Average, c'est de comprendre que, en fait, c'est de reprendre le contrôle de ton identité. Parce que chaque identité a un pouvoir et chaque personne a une habilité unique à leur identité. Et c'est d'utiliser ça pour créer une vie que tu veux avoir. De vraiment reprendre le contrôle de qui tu es et de ne pas laisser les gens te mettre dans une boîte ou en fait, de tomber sur la pression de représenter ou d'être quelque chose
que la société veut que tu sois. Donc, c'est vraiment ça le concept de Never Was Average, c'est de vraiment de regarder au profond de toi, de savoir qui tu es, ce que tu veux, c'est quoi tes valeurs et qui tu veux être dans ce monde et de vraiment de célébrer ça puis d'aller jusqu'à la fin avec ces idées que tu as à propos de ton identité. Mais entre-temps, j'ai dit, comment vous avez créé Never Was Average? Qu'est-ce qui est votre parcours? Ah, ben, honnêtement, ça va être long, mais j'essaie de faire une histoire très courte. Ouais. En fait, on vient du domaine de la mode. On avait une boutique de vêtements pour hommes avant de commencer Never Was Average. Et on était des entrepreneurs. C'était notre premier projet d'entrepreneur qu'on avait. Et juste en étant entrepreneur, on a réalisé que c'était non seulement une difficulté d'être entrepreneur, mais il y avait un obstacle qui était la couleur de notre peau qui venait toujours créer des problématiques ou nous ralentir dans notre parcours. On allait être en contact avec des distributeurs, des marques, et la couleur de notre peau allait toujours être une barrière pour nous. Des marques n'allaient pas vouloir travailler avec nous à cause qu'on était noirs. De la façon qu'on allait être traité par les gens qui rentraient dans notre magasin. Ils n'arrivaient pas à croire qu'on était noirs. Ils ne voulaient pas accepter qu'on était les boss de notre entreprise. Et tout ça, ça nous a amené à cette réflexion de se dire, mais pourquoi c'était aussi difficile d'être un entrepreneur et d'être noir dans notre société? Dans ce temps-là, c'était de 2013 à 2015. Donc, on s'entend que normalement, on est censé vivre dans une société progressive qui te permet d'être toi-même et de réaliser tes rêves. Et nous, ce qu'on voulait faire, c'est juste créer une plateforme qui allait aider en fait les jeunes de notre communauté à devenir ce qu'ils veulent devenir dans leur vie sans avoir ces barrières-là. Donc, c'est vraiment notre but, c'était de créer une société qui était un peu plus inclusive pour les Noirs. Puis aussi plus représentatif de qu'est-ce que nous, on voyait autour de nous, en fait. C'est vraiment important. J'apprécie Never Was Average, c'est certain. Et j'ai même regardé votre site web un peu et c'est vraiment inspirant. Je ne sais pas si c'est mieux avec les écouteurs, mais je vais faire mon mieux, d'accord? Est-ce que ça va mieux? Oui. Je vais passer à la prochaine question. Certaines, quand elles pensent au mouvement Black Lives Matter, ils se tournent vers les États-Unis et se disent que c'est horrible ce qui se passe. Mais il est important de savoir que le Québec et le Canada ne font pas exception. Qu'est-ce que c'est le mouvement La vie noire compte selon vous? Et pourriez-vous expliquer comment le racisme se manifeste au Québec? Ben, je peux commencer par répondre à ta deuxième question, parce que je pense que les questions sont combinées ensemble. Moi, je peux juste retourner, tu vois, comme là maintenant, c'est des jeunes qui écoutent présentement ce panel-là. Puis moi, si je retourne en tant que j'étais à l'école, primaire, secondaire, tu peux réellement voir justement en tant que noir, tu vis déjà des injustices à un très jeune âge. Dès que tu rentres dans une classe, tu sais que en tant que noir, il y a des choses que tu vas faire qui ne vont pas être acceptées, mais pour les autres élèves, c'est correct. La façon que tu es traité, le langage qui est utilisé pour communiquer avec toi est complètement différent. Les punitions sont complètement différentes. La tolérance, elle est comme zéro, avec presque zéro pour les personnes noires. Moi, j'ai grandi à Villeray, j'ai été à Saint-Pagé, puis ça, c'est réellement, même au primaire, j'ai vu à quel point que j'étais un enfant différent dans la façon que les professeurs me traitaient. De un, c'est le manque d'attention. C'est que de dire, si un élève noir n'a pas des bonnes notes, c'est simplement parce que c'est un rebelle, simplement parce qu'il n'est pas bon à l'école, simplement parce qu'il n'y a aucune attention, il n'y a aucune motivation auprès des professeurs à vraiment aider et de soutenir les élèves noirs. Donc ça, c'est de mon expérience en moi. De deux, c'est également la façon qu'ils vont être punis. À l'UCPAG, nous, on avait notre chef de sécurité, c'était un ancien policier. Et je dis entre guillemets ancien policier parce que de la façon qu'il traitait les élèves lorsqu'il y avait des situations, il les flaguait directement aux policiers. Donc, on avait constamment des policiers à l'école. Donc, c'était un système qui était vraiment, tu es déjà dans le système, en fait. Dès que tu es à l'école secondaire, c'est pas normal que les policiers te connaissent déjà ton prénom, nom de famille, ils savent qui sont tes frères, qu'est-ce que tu fais, d'où tu as grandi. Donc, tous ces éléments-là, ça fait que tu es déjà dans le système. L'autre aspect aussi que j'ai vu, c'est juste, encore une fois, si on parle des professeurs, nous, ils avaient des rencontres. À chaque année, les professeurs avaient des rencontres pour savoir comment ils allaient traiter les enfants problématiques.
Et je te dis, ça fait vraiment référence à comme, de la même façon que des policiers vont mener une enquête. Tu as des photos, tu as, OK, lui il est problématique, OK, voici qu'est-ce qu'on va faire pour le régler, pour régler sa situation à lui. Puis c'est vraiment, c'est ciblé. C'est ciblé, c'est des choses qui sont faites que même les parents ne sont pas au courant que ces rencontres-là ont lieu. Et là, tu rentres dans cet établissement-là en tant qu'élève, tu es en train de grandir, tu explores la vie comme tout le monde, mais tu as une institution qui t'a ciblé puis qui t'a déjà catégorisé comme élève Ouais. ou enfant problématique pour la société. T'as déjà mis dans la boîte, en fait, justement. Exact. Fait qu'ils ont déjà, en fait, la narration, elle a déjà été créée pour toi. Donc, c'est des petits... Et je crois aussi qu'au Québec, c'est l'exclusion aussi. Oui, puis aussi, pour tout ce que Harry a dit, nous, c'est vraiment à force de faire nos projets, que ce soit des conversations, des conférences, et qu'on s'est renseigné sur qu'est-ce qui se passe, qu'on a appris le vocabulaire à utiliser. Donc, tout ce qu'il a vécu, on peut dire que c'est des micro-agressions, je dirais même c'est des macro-agressions, puis ça, c'est dès le jeune âge. Donc, c'est vraiment important d'identifier ça, puis d'expliquer justement tout qu'est-ce qu'on vit, parce que des fois, c'est difficile à le dire, mais quand on a les mots pour le dire, c'est plus facile de l'expliquer. Fait que là, maintenant, Harry qui a tout vécu ça, moi aussi, j'ai grandi à Montréal-Nord, donc c'est comme un quartier que, selon la société, c'est pas un bon quartier. Pourtant, c'est pas vrai. Pourtant, on a plein de personnes qui font des bonnes choses, qui veulent des bonnes choses pour elles, mais on est encore là, on est mis dans une boîte. Puis ça commence vraiment à partir de l'école. Donc, je dirais qu'au Québec, le mouvement La vie des Noirs compte, Black Lives Matter, beaucoup de personnes veulent dire que c'est juste aux États-Unis, mais pourtant, ici, c'est la même chose. La seule chose que nous, on a remarqué, c'est que c'est un peu plus sournois. Tu le vois pas jusqu'à temps qu'on le dise. Donc, je pense que c'est vraiment important de ramener ces conversations-là au Québec, puis de dénoncer les injustices qui se font envers les personnes noires. Merci d'avoir partagé. Je suis d'accord tout à fait. C'est important de comprendre comment le racisme se manifeste, même dans les écoles, dans les institutions. Et quand on est jeune, on ne sait pas comment expliquer ce qu'on voit. Donc, je pense que c'est vraiment important d'avoir Never Was Average, qui font des ateliers, qui parlent avec des jeunes, vous essayez de faire une différence dans votre communauté. Donc, c'est vraiment important et merci. Je vais passer à la prochaine question. Étant moi-même artiste, je connais l'impact que l'art peut avoir dans notre société. Il a la capacité d'avoir un impact au niveau social, politique et économique et inspirer un réel changement. Vous avez collaboré avec Gala Dynasty pour créer la fresque La vie de Noir-Comte à Montréal, sur la rue Sainte-Catherine. Pourriez-vous expliquer comment vous avez collaboré avec des organisations pour donner vie à ce projet et pourquoi il était important de faire ce projet maintenant? Oui, je vais répondre à cette question. En fait, c'est ça, la fresque La vie des Noirs-Comte, c'est vraiment une initiative du Gala Dynasty. Donc, ils nous ont contactés pour réaliser la fresque. C'est sûr que comme automatiquement, avec toutes les autres fresques qu'il y avait un peu partout dans le monde, c'était vraiment juste une couleur, Black Lives Matter. Puis bon, ça, c'est le symbole qu'on veut mettre dans les rues. Et nous, on s'est dit comment qu'on peut ajouter les voix des artistes. Parce qu'on veut pas, on sait que l'art, comme tu as dit tantôt, l'art, c'est une façon de présenter qu'est-ce qui se passe, de dénoncer aussi, puis de faire en sorte qu'il y ait une conversation qui se crée à travers l'art. Donc, pour nous, c'était vraiment important d'avoir, pour La vie des Noirs-Comte, d'avoir des artistes qui illustrent leurs œuvres dans les lettres. Donc, on a eu en tout 18 artistes, différents âges, tous des artistes noirs, c'est sûr, mais différents âges, différents médiums. Et pour nous, le plus important en tant que créatif et en tant qu'artiste, nous, on utilise l'art dans tous les projets qu'on fait parce que pour nous, c'est vraiment, on sait que la créativité, c'est ça qui nous fait imaginer des possibilités pour le futur, c'est ça qui nous fait créer, puis c'est ça aussi qui fait en sorte que comme on est vraiment passionné sur un projet. Et je pense qu'avec la fresque, qu'est-ce qui est intéressant avec la fresque, c'est que, bon, c'était sur la rue Sainte-Catherine, qui est quand même une rue passante à Montréal, dans un endroit où c'était piéton. Donc, pour nous, je pense que c'était vraiment une façon,
on a été manifesté, on a pris position en ligne, mais quelle façon qu'on peut prendre pour les personnes qui ne prennent pas position et qui n'ont pas manifesté, puis comment dire notre message à la société québécoise, parce que cette fresque-là, c'était pas, oui, c'était pour les Noirs, parce qu'on l'a fait et c'était un moment pour les artistes, pour notre communauté, mais en même temps, c'était pour dire à la société, nos vies comptent aussi ici au Québec. Donc, pour nous, c'était la meilleure façon, c'était de le faire à travers l'art, et je pense que ça l'a quand même ça a quand même initié la conversation parce que ça a quand même fait le tour du monde puisque c'était la première fresque en français aussi. Et je pense que c'est aussi intéressant de voir qu'on a pu parler, on a pu avoir les deux mots Black Lives Matter et la vie des Noirs compte pour que tout le monde puisse comprendre le message. Parce que qu'est-ce qu'on a remarqué, c'est que quand on avait fait la fresque, je me souviens, il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient même pas réalisé qu'en français, ça voulait dire que nos vies comptent. Ils n'avaient pas réalisé parce que tellement que le hashtag a été utilisé partout, c'était rendu tellement naturel. Et quand on l'a mis en français, il y a beaucoup de personnes qui sont fait comme « Ah, l'impact était là. » En fait, c'est ça que je peux dire. La fresque, c'était vraiment un beau projet. Oui, on a eu des artistes, mais on a eu aussi 20 organismes de Montréal qui sont venus participer. Tu sais, veux ou veux pas, c'est quand même quelque chose de rassembleur. On a créé en communauté, puis il y avait aussi différentes personnes, pas que des personnes noires. Donc, je pense que comme sur le moment, on n'avait pas vu l'ampleur du projet. On savait que c'était immense, mais on n'avait pas vu l'ampleur. Puis c'est vraiment aujourd'hui qu'on regarde après quoi. Ça fait peut-être comme 5-6 mois que le mouvement a repris de l'ampleur, quand c'était déjà là depuis des années avant. Et la conversation est encore là. Puis aujourd'hui, c'est très important d'en parler avec tout ce qui se passe dans les médias. Je pense que c'est un rappel de montrer que comme le mouvement doit rester là et on doit continuer. Je peux rajouter aussi qu'on a eu la chance de faire une fresque à Rivière-des-Prairies. Je pense que je vais vous montrer une petite vidéo. Dans pas long, on a une fresque à Rivière-des-Prairies. Donc, en fait, on en a deux. On en a un à la place des gens à place Bombardier et on a un au parc Don Bosco qui est un basketball court. Donc, celui du basketball court, c'est la vie des jeunes noirs compte et c'est vraiment pour les jeunes que cette fresque-là a été créée et ça, c'est une initiative de l'équipe RDP. Je ne sais pas si tu peux rajouter un peu plus sur ça, mais ce projet-là, c'était vraiment comme un projet super important pour nous parce qu'on était ces jeunes-là. On sait c'est pour qui les jeunes. Et aussi, qu'est-ce qui est intéressant avec ce projet, c'est qu'on a aussi revitalisé un parc, veut ou veut pas. Donc, je pense que l'ampleur est beaucoup plus grande que le message qui est dessus. Donc, je pourrais vous montrer une vidéo si ça ne dérange pas, si on a le temps. Allez-y, merci. Ce sera pas trop long, je vais essayer de trouver la vidéo. Prenez votre temps. Ça va. Mais oui, c'est ça. Donc là, je pense que la première vidéo que je vais vous montrer, c'est la fresque au centre-ville. Puis après ça, on va vous montrer la vidéo une photo du parc à Rivière-des-Prairies.
Donc, ça, c'était la vidéo, la première, juste pour vous montrer l'arrière-scène de comment ça s'est déroulé la fresque. Et ça, c'est la fresque à des Prairies, comme je dis, dans le parc. Donc, je voulais vraiment vous montrer pour que vous voyez l'image en tête. Puis, comme vous avez pu voir, c'était vraiment comme une belle, belle expérience. Puis, je pense que comme, pour nous, on est des créatifs à la base, c'était vraiment notre façon de montrer notre solidarité avec toutes les communautés noires à travers le monde pour le mouvement Black Lives Matter. Franchement, merci d'avoir partagé. J'ai pas encore vu à Montréal sur place, mais j'ai vu des photos et qu'est-ce que c'est beau. Donc, merci. Et je vois que vous avez collaboré avec plein de monde pour le faire. Donc, c'est vraiment un beau projet. Merci. J'ai une dernière question pour vous. Il est inspirant de voir que les organisations sont en train de faire. En fait, c'est inspirant de voir ce que les organisations sont en train de faire pour créer un changement dans nos communautés pour le mouvement. Pour les jeunes qui écoutent à ce webinaire, quels conseils avez-vous pour eux lorsqu'il s'agit de s'impliquer dans le mouvement Black Lives Matter ou la vie de Noir compte? Le premier conseil que je donnerais, c'est vraiment un peu comme Harry l'a bien expliqué tantôt au secondaire, son expérience secondaire au primaire. Je pense que comme pour les jeunes, c'est de commencer à dire des choses qu'ils voient que c'est pas ça leur... En fait, quand les discriminations ou les injustices que tu vis dès que tu es plus jeune, de le dire. Je pense que de le dire verbalement, je pense que c'est très important de pas se... En tout cas, je sais que pour ma part, j'en ai vécu des microagressions et c'est vraiment aujourd'hui que je sais que c'est une microagression et j'aurais aimé pouvoir le dire, le mettre en mots. Donc, je pense que c'est vraiment important d'utiliser sa voix pour dénoncer. Sinon, il y a plusieurs façons de le faire. Nous, on l'a fait par l'art. Moi, je pense que chaque personne a son propre rôle, tout dépendamment c'est quoi ses propres compétences. Donc, il n'y a pas de mauvaise ou bonne chose. Le plus important, c'est de se renseigner, d'apprendre notre histoire aussi. Je dirais ça aussi, d'apprendre l'histoire des communautés noires, peu importe dans la ville ou la province que vous êtes. Je crois que c'est très important. Puis après ça, de partager à sa famille, parce que je pense qu'on peut vraiment faire une différence autour de nous avant de vouloir faire une différence à travers le monde. Donc, juste d'avoir des conversations comme ça qui peuvent être un peu inconfortables, oui, mais je pense que c'est vraiment important d'utiliser sa voix, puis de toutes les choses qu'on apprend, de le partager avec des personnes qui peut-être ne savent pas. C'est ça que moi, je dirais comme conseil. Et toi? Non, tu as dit tout ce que j'allais dire. Parfait. Merci beaucoup pour vos réponses et le travail que vous faites. En fait, j'encourage ceux qui écoutent à consulter leur site web Never Was Average. C'est vraiment magnifique. Maintenant, je vais passer à notre troisième conférencier, mais merci beaucoup, Anna et Harry, c'est vraiment apprécié. Merci. Merci à toi. Maintenant, je vais présenter Gabriela Quinte-Garbo. Elle est auteure, militante antiraciste, afroféministe et la fondatrice de la Librairie Racine à Montréal. La Librairie de Racine est une librairie qui offre non seulement des livres de tout horizon, mais aussi une juste place aux auteurs et auteurs racisés. Bonjour, Gabriela. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Vous m'entendez bien aussi? Génial. Oui. Parfait. Je vais passer à la prochaine question. Gabriela, en fait, j'ai une amie francophone qui visite souvent Montréal, qui m'a souvent parlé de votre librairie. J'ai toujours pas vu, mais la prochaine fois que je viens à Montréal, je vais le voir. Mais pour tout le monde qui écoute, pourriez-vous me parler un peu de votre parcours et votre librairie? Je serais vraiment contente de t'accueillir lors de ta prochaine visite à Montréal et je voudrais juste prendre aussi un instant de remercier Anna et Harry d'avoir ouvert la discussion. C'était super intéressant. Et puis, sinon, pour ce qui est de mon parcours et un peu de l'histoire de la librairie Racine, bon, là, on vient tout juste de fêter notre 3e anniversaire, en fait. Et notre mission, elle est bien simple. On est une librairie de quartier qui a comme mission de mettre de l'avant les artistes et les auteurs issus des différentes communautés culturelles. Ça, c'est pour ce qui est de notre mission. Au niveau de mon parcours à moi, je suis née ici. J'ai grandi ici. J'ai un petit garçon de 2 ans, je le dis parce que c'est important aussi dans l'histoire. Je suis maman. Mes parents sont d'origine haïtienne et ils ont grandi au Québec aussi.
Je te dirais qu'il y a 3 choses qui ont eu un impact et qui m'ont poussée à partir un projet comme Racine. Puis l'une de ces choses-là, je dirais que c'est d'être constamment rappelée pendant mon cursus académique à quel point j'étais différente et que je venais d'ailleurs, que j'étais haïtienne, etc. Donc ça, je dirais que c'est une des choses qui m'a beaucoup influencée, alors que j'avais aucune idée de ce que c'était vraiment que d'être haïtienne. J'ai jamais été en Haïti, je connaissais pas mon histoire, mais on me disait tout le temps, ah, toi, t'es haïtienne, j'ai vu aux nouvelles ci, j'ai vu aux nouvelles ça. Puis moi, la seule chose que j'avais pour m'abreuver puis en apprendre plus sur mon pays d'origine, c'était les nouvelles, comme les autres enfants qui me taquinaient ou qui trouvaient que j'étais différente, puis qui pouvaient avoir des propos mesquins à mon sujet. Donc ça, c'est une des premières choses. La deuxième chose qui m'a influencée, c'est à quel point l'offre culturelle n'était pas diversifiée. Donc, comme beaucoup d'enfants, le matin, je me réveillais tôt pour aller devant la télé avec mes céréales. Puis, il y avait toutes sortes de dessins animés. J'aimais beaucoup les films, le cinéma, toutes sortes de choses. Mais il n'y avait pas d'enfants qui me ressemblaient. Puis ça, je l'ai remarqué quand même assez vite. Puis je me rappelle même, à un moment donné, j'ai eu une pensée. Je me suis dit, mais il y a des animaux qui parlent dans les dessins animés, puis à la télé. Puis ça n'existe pas. Mais moi, j'existe. Puis mes amis, on existe, puis on est des personnes noires. Pourquoi il n'y a pas de personnes noires? Pourquoi il n'y a pas d'enfants noirs à la télé, mais il y a des animaux qui parlent? Ça ne fait pas de sens. Je me demandais, écoute, ça ne fait pas de sens. Je me suis posé beaucoup la question. La troisième chose qui m'a influencée puis qui m'a poussée à démarrer Racine, je dirais que c'est le racisme systémique. Parce que pendant mon parcours entrepreneurial, lorsque les équipes n'étaient pas diversifiées ou lorsqu'il y avait un manque de diversité flagrant, j'ai souvent entendu comme excuse: ah, mais c'est parce qu'on n'en connaît pas, ah, mais c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup, etc. Donc, de créer une vitrine comme ça pour les auteurs et les artistes racisés, c'était de dire, regardez, il y a du talent, il y en a beaucoup, nos voix sont diverses, elles sont plurielles, on est capable de tout faire. Donc, pour moi, c'était de créer un espace de diffusion pour dire, écoute, c'est une excuse. Tu n'es pas capable de trouver un auteur noir, tu n'es pas capable de trouver un artiste noir. C'est des excuses. On est là, on existe, on a du talent. Voilà. Merci pour la réponse. J'ai profité d'une librairie comme ça quand j'étais jeune. Mais je suis contente de savoir que cette librairie existe maintenant. Mm-hmm. Ma prochaine question, pouvez-vous expliquer le terme droit culturel et l'importance des droits culturels dans le mouvement Black Lives Matter? OK. Ben déjà, pour commencer, ben, on a tous des droits. Tous les humains, on a des droits. On devrait tous être traités d'une certaine manière. Il n'y a personne qui mérite plus de droits que d'autres. On est avec des droits. Mais ça, c'est sur papier. Dans les faits, il y a une disparité. Puis, on le voit beaucoup dans plusieurs systèmes, dans plusieurs milieux. Puis, parce que le racisme existe, il y a une culture dominante. Puis, je trouve que la culture dominante, elle a tendance à croire que sa façon de faire, de créer les choses et d'organiser les choses est la meilleure. Donc, ce que ça fait, c'est qu'il y a des gens qui pensent que il y a certaines langues, comme par exemple le français, ben c'est plus savant, c'est plus beau. Il y a des gens qui pensent que certaines techniques de création ou certains arts ou certaines choses, c'est moins beau artistiquement ou des choses comme ça. Puis, il y a certaines pratiques artistiques aussi qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Donc, ça exclut des gens. Puis, il y a certaines communautés qui ne sont pas nécessaires, à cause de certains préjugés, il y a certaines communautés qui ne sont pas vues comme créatrices ou créateurs ou de savoir, etc. Donc, pour moi, de mettre de l'avant puis de parler de droits culturels, c'est de dire que la culture, c'est pour tout le monde, puis on a tous le droit d'y participer. Puis je trouvais ça intéressant, justement, que la murale qui a été faite sur le sol par le Gala Dynasty, puis Never Was Average, parce que pour moi, je trouvais que oui, les vies noires comptent. On peut prendre la rue pour marcher, manifester, pour s'exprimer, mais on peut peindre la rue aussi, on peut la décorer, on a du talent. Il y a d'autres moyens de s'exprimer. Puis je trouvais ça intéressant aussi que chaque artiste avait sa lettre à décorer. Puis il
il allait avec sa culture, avec qui il était, puis il allait avec ses couleurs. Donc, pour moi, c'est aussi ça c'est le droit culturel, d'avoir le droit de s'exprimer comme on est, de la façon qu'on est, puis d'exprimer, de revendiquer des droits, puis de passer des messages, mais à travers notre art. C'est ça, c'est vraiment important. Et je pense que votre librairie, ça aide avec ça. Donc, c'est vraiment important. Je vais passer à la troisième question. En fait, il y a tellement de façons d'aider le mouvement Black Lives Matter. Et dans une façon, tu as déjà répondu à cette question, mais je vais le poser quand même si vous avez quelque chose à ajouter. Comment pensez-vous que la librairie Racine aide le mouvement Black Lives Matter? Ben, je pense qu'on on joue un grand rôle parce que, comme par exemple, on a une vitrine. Donc, souvent, il y a des gens qui passent devant notre vitrine et puis qui regardent les livres qu'on dispose dans la vitrine. Puis, je trouve que notre vitrine, souvent, elle met de l'avant puis notre humanité. Parce que les personnes noires, on n'est pas juste tristes puis en colère, victimes de racisme. On cuisine, on est en amour, on écrit des livres de blagues, on écrit de la science-fiction, etc. Donc, de voir un livre de cuisine, puis c'est une personne noire avec une tarte, ça fait, ah ben, ils sont comme tout le monde, ils cuisinent des tartes, etc. Donc, pour moi, juste la vitrine, je trouve que c'est quelque chose de beau, de juste voir un enfant noir qui est sur un livre. Il est comme les autres enfants. Donc, tout ça, ça ramène à notre humanité parce que la vie des Noirs compte, c'est pas juste qu'on ne mérite pas d'être tué, c'est qu'on est humain, on est comme tout le monde, on a des hauts, on a des bas, on crée, on s'exprime, etc. Donc, je trouve que comme espace de diffusion, on a un gros rôle par rapport à ça. Ouais. J'aime bien ton histoire de la vitrine parce que c'est vrai, comme on est tout. On n'est pas juste, il n'y a pas juste une façon de nous voir. Et je pense que la librairie Racine, ça aide avec ça. J'ai une dernière question pour vous. Le mouvement Black Lives Matter a pris beaucoup d'élan. Qu'espérez-vous pour l'avenir du mouvement, mais aussi la vie des Noirs au Canada? Moi, j'ai toujours vu l'art comme un levier puis une façon de vulgariser certaines choses puis une façon aussi de lancer certaines conversations. Donc, moi, un de mes souhaits que j'ai, c'est qu'on ait accès à plus d'endroits puis de plateformes pour diffuser nos messages à travers notre art. Puis ça, je parle de, par exemple, que les musées, par exemple, achètent plus d'œuvres d'Afro-Canadiens parce que souvent, à travers notre art, on passe des messages, on lance des discussions. Que les stations de radio par exemple, embauchent plus de chroniqueurs diverses et de la diversité avec des opinions différentes pour qu'on puisse lancer ces conversations-là. Donc, je pense que mon souhait, c'est que nos voix soient amplifiées parce que c'est sûr que le combat contre le racisme, ça va être un combat long et rempli d'embûches. Mais ce qu'il faut, je pense, c'est qu'on nous écoute et que nos voix soient amplifiées. Donc, je pense que j'ai espoir, puis j'aimerais vraiment qu'on ait accès à plus de plateformes pour passer nos messages puis diffuser notre art. Merci beaucoup pour votre réponse. Et en fait, maintenant, je vais conclure notre période avec les conférenciers, mais je vais voir si le public a des questions pour nous. Donc, en fait, je pense que vous pouvez mettre vos caméras Harry et aussi Hannah. Oui, merci. Pour le moment, on n'a pas de questions, mais je vais juste prendre quelques minutes juste pour voir. Sinon, on va conclure la session. OK? Donc, tout le monde qui écoute, allez-y, c'est votre temps de poser des questions aux conférenciers. Ne soyez pas timide. Vous pouvez écrire dans le chat ou même si vous êtes sur Zoom, peut-être vous pouvez mettre votre micro si c'est un choix. On va attendre quelques secondes et sinon, on va continuer. Et pas de questions maintenant. Pas de questions. OK. D'accord, je pense que je vais conclure la session. Mais j'aimerais vraiment remercier Gabriela Quinte-Garbeau
Harry Dunis et Anna Chevalier d'avoir assisté à cette conversation. Nous sommes encouragés par le travail que vous faites pour soutenir la communauté noire et le mouvement de la vie noire compte au Canada. J'aimerais remercier une fois encore la Fondation RBC pour leur appui généreux pour cette série. Et je vous encourage une fois encore de regarder les ressources sur le site web Expérience Canada. Et en fait, chaque semaine, nous avons un défi pour ceux qui écoutent. Donc, le défi pour cette semaine consiste à découvrir qui sont les acteurs du changement derrière le mouvement Black Lives Matter au Canada. Vous êtes encouragés à explorer les sites web de Black Lives Matter au Canada et ensuite partager vos réflexions sur ce que vous avez trouvé sur les médias sociaux en utilisant les hashtags Expérience Canada, #antiracisme et #antiracisme conversation. Et aussi, je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écrire une question peut-être, mais je vais continuer et je vais regarder la fin. Si vous aimeriez assister à d'autres conversations sur l'antiracisme dans les semaines à venir, je vous invite à regarder notre site web Expérience Canada pour avoir plus d'informations sur les sujets et les conférenciers. La semaine prochaine, nous allons avoir une conversation qui donne une introduction sur le racisme. Donc, une fois encore, merci d'avoir assisté. Je vais attendre quelques minutes pour voir s'il y a des questions et sinon, on va finir la conversation. J'aimerais bien savoir c'est quoi la suite pour Never Was Average? Qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il y a des projets qui arrivent? Puis comment les supporter? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas s'ils sont encore là. Ouais. Je les vois. Hannah et Harry, avez-vous envie de répondre? Anna va vous expliquer un peu c'est quoi les projets qu'on a à venir là prochainement. Ouais, en fait, Gabriela, merci pour ta question. C'est sûr que nous, c'est vraiment les conversations qu'on fait à la base, comme ça qu'on a été connus. Donc, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'avoir des conversations encore avec la communauté, c'est sûr. Donc, tout le monde peut venir participer, tout en différents sujets qui touchent soit le bien-être, la mode, le milieu du travail. En 2021, on va avoir ces mêmes conversations-là dans le milieu du travail, en fait. Que je pense que justement, avec toutes les prises de position qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, c'est de voir comment concrètement on peut avoir une conversation sur c'est quoi être un milieu de travail antiraciste. Quand on parle de diversité et inclusion, c'est vraiment des conversations comme ça qu'on veut continuer à avoir. Puis ça va faire presque 3 ans qu'on fait ces conversations-là, puis on sait l'importance de justement discuter puis d'écouter les différentes perspectives d'autres personnes que des fois, on oublie qu'on n'est pas seul à avoir des pensées. Il y a plusieurs autres personnes qui ont peut-être des pensées différentes ou des pensées similaires. Puis juste le fait d'échanger des informations, je pense que c'est ça qui va faire en sorte qu'on va créer une meilleure communauté puis qu'on va, entre parenthèses, changer le monde petit à petit. Donc, c'est vraiment les conversations qu'on a pour l'instant. C'est sûr que tout ce qui est projet artistique, on essaie toujours de créer. On est des créateurs à la base. Donc, c'est sûr que pour 2021, on aimerait ça avoir plus de projets artistiques tant que le temps nous permettra. C'est certain, on va vous suivre. En fait, on a une autre question dans le chat et moi, j'ai une question aussi avant de terminer. Cette question est de Robert. Est-ce qu'il va y avoir d'autres successeurs, pardon pour le mot, je ne suis pas francophone comme vous pouvez voir, mais d'autres succursales de la librairie Racine dans le Grand Montréal? Si la question m'avait été posée avant le COVID-19, j'aurais probablement dit oui. Mais en ce moment, ce serait pas intelligent pour nous de penser à ouvrir une autre succursale physique. Il y a beaucoup de compétition en ce moment, puis la majorité des transactions se font sur le numérique. Donc, c'est sûr que c'est un souhait dans l'avenir, mais c'est sûr que c'est pas pour 2020 ni 2021. Oui, merci pour la question, Robert. Et Merci. aussi, je me demandais, souvent, il y a beaucoup de personnes qui cherchent des livres pour apprendre davantage sur le mouvement Black Lives Matter. Je sais, peut-être que tu n'as pas préparé pour cette question, mais avez-vous des livres comme vous recommandez pour le mouvement, ou avez-vous des livres préférés qui parlent de la vie des Noirs, ou
ou les livres d'histoire, comme pour ceux qui écoutent? Moi, je dirais le livre de Robin Maynard, Noir sur surveillance. C'est un livre que je conseille à toutes les personnes noires du Canada de lire. Puis je pense aussi qu'il y a du très bon contenu qui est livré aussi en podcast. Donc, je vous conseille, si jamais vous n'êtes pas du genre à lire dans le métro, etc., d'écouter des podcasts qui vulgarisent très bien les différentes questions, les différents enjeux liés au racisme. Aussi, en fait, on a d'autres questions dans le chat, comme de Karine. Donc, bonjour Karine, merci d'avoir posé une question. Auriez-vous des présentations ou capsules qui expliqueraient et qui vulgarisent le mouvement dans les écoles? Peut-être que ça, c'est une question pour moi aussi. En fait, Expérience Canada, on a beaucoup de curriculum sur notre site web. Donc, si vous visitez notre site web, vous serez capable de trouver comme des diaporamas, des vidéos pour parler un peu plus sur Black Lives Matter. Mais peut-être que vous avez des ressources aussi sur vos sites web. Je ne sais pas. J'imagine. Gabriella ou Hannah et Harry, avez-vous des ressources sur votre site web? C'était quoi la question? Désolée. En fait, c'était auriez-vous des présentations ou capsules qui expliqueraient et qui vulgarisent le mouvement dans les écoles? Ah, OK. Ben, en fait, nous on n'a pas vraiment de... Nous, on a... Ben, en fait, je pourrais dire oui. On a fait des conférences qu'on a filmées, qu'on a mis sur notre site. Donc, je dirais pas que comme c'est principalement pour le mouvement Black Lives Matter, mais je pense que c'est important d'écouter de regarder ou d'écouter différents podcasts qui parlent qui créés par des personnes noires ou que c'est des personnes noires qui parlent, jusqu'encore là, comme je disais tantôt, pour avoir différentes perspectives, parce que oui, là, c'est le mouvement Black Lives Matter, mais les Noirs vont toujours être là et nos vies va toujours compter. Donc, je pense que c'est important peut-être de regarder aussi d'autres sortes de choses, juste pour avoir une nouvelle perspective, puis juste pour, des fois, juste pour reconnaître d'autres expériences. Comme un peu ce que Gabriella disait tantôt, on est des êtres humains à la base et on fait de tout. Donc, je pense que si vous allez sur notre site, vous pourrez peut-être voir nos conférences. En fait, il y a plein de ressources, je pense. Comme il faut regarder Never Was Average, Expérience Canada, mais il y a plein de ressources qui existent. Donc, aussi, en fait, il y a des autres personnes qui posent des questions maintenant. Donc, je vais essayer de faire mon mieux de bien parler comme le micro ne marche pas trop bien. Mais la question prochaine sera... Oh, OK. Cette question est de Ashley. Bonjour, merci beaucoup pour vos mots et votre sagesse. J'aimerais savoir que devraient faire les jeunes qui sont témoins d'un acte de racisme dans leurs écoles. Avez-vous des conseils pour ça? Ouais, ben c'est sûr, de un, je pense que c'est de ne pas avoir peur de le dire. C'est sûr, des fois, c'est un peu difficile d'aller voir l'administration de l'école et de leur dire, mais je pense que c'est important, c'est une fois que tu fais ça, c'est de voir quelles actions qu'ils ont été prises. Est-ce que vraiment ils ont cherché à aller savoir ce qui s'est passé? C'était quoi les solutions qu'ils ont mises pour régler le problème? Et non seulement dire ça à l'administration, mais aussi le dire à tes parents également aussi, parce qu'il y a des adultes à l'extérieur de l'école qui doivent savoir ce qui se passe à l'école. Parce que souvent, ce que j'ai remarqué des fois, c'est que les écoles, ils aiment ça garder un peu ce qui se passe à l'intérieur de leurs murs. Donc, mais des fois, c'est de vraiment aller de dire ça à ses parents. Et les parents et des adultes vont être en mesure de te présenter différentes options ou possibilités pour régler le problème. Mais la première des choses pour moi, c'est vraiment, je pense, c'est de le mentionner, c'est de le dire à quelqu'un le plus tôt possible. Je pense que c'est vraiment important. Il ne faut pas vivre ces expériences seules. Comme il y a beaucoup de soutien dans les écoles. Donc, j'espère que vous aurez le courage, si vous voyez quelque chose, de dire quelque chose. Merci pour votre réponse, Harry et Hannah. Il nous reste 3 questions. Que pouvons-nous faire en tant qu'alliés au niveau personnel et dans les organismes? Donc, en tant qu'alliés, avez-vous peut-être des réponses, nos conférenciers?
En tant qu'organisme, moi, la première chose que je dirais, c'est un peu de voir, c'est de voir tes pratiques. Comment que ton organisme s'assure qu'elle a des pratiques qui incluent les Noirs et les personnes et toutes les autres personnes de couleur également. Donc, c'est vraiment de faire une réflexion, de savoir, exemple, parce que là, ce qui arrive beaucoup, on regarde avec les organismes, c'est que ils se rendent compte que les administrateurs ou qui sont les gens qui sont sur, en fait, qui opèrent ces organismes-là sont majoritairement blancs dans plusieurs de ces situations-là. Donc, là, ce qu'il faut faire, c'est se poser la question pourquoi, justement, il n'y a pas des personnes de couleur, il n'y a pas des personnes noires qui s'occupent, qui mènent les opérations, qui prennent les décisions de l'organisme, mais aussi c'est d'aller chercher les réponses. Parce qu'une fois que tu te poses la question, c'est une chose, mais il faut que tu ailles chercher la réponse. Puis après ça, il faut que tu ailles trouver des solutions qui vont faire en sorte que les Noirs vont être inclus et pas juste représentés. Parce que c'est facile, parce que souvent, ce qui arrive, c'est que les gens, les organismes, ils mettent devant beaucoup la diversité, mais ils oublient l'aspect inclusion. Et l'aspect inclusion, ça se passe parce que les décisions sont prises. Donc, en tant qu'organisme, c'est ce que moi, je recommanderais le plus possible. Et en tant que personnel, comme on dit toujours, c'est vraiment une question de reconnaître si tu as ton privilège et de quelle façon tu peux utiliser ton privilège pour améliorer les conditions des personnes noires, que ce soit en leur donnant du support, que ce soit en leur créant des opportunités ou juste en utilisant ta plateforme pour pouvoir faire passer le message de notre réalité. Fait qu'il y a il y a beaucoup de choses. C'est juste de réaliser un peu là où est-ce que tu auras le plus d'efficacité, de voir vraiment autour de toi de quelle façon tu vas pouvoir réellement utiliser ton privilège de cette façon-là. Okay, merci beaucoup pour ta réponse. Aussi, on a en fait une question d'un enseignant. Je suis enseignante et j'aimerais savoir comment aider à développer l'identité noire dans mes élèves. Avez-vous des suggestions? Moi, ma suggestion, c'est de commencer à si est-ce que c'est une enseignante blanche ou pas noire? Si ce n'est pas le cas, ben, j'aurais probablement dit, c'est commencer à amener de la représentation dans sa classe, d'aller chercher des personnes qui ressemblent à ses élèves. Euh, Nous, on a un programme où on travaille avec des écoles secondaires, où on crée des ateliers créatifs, où on leur apprend de l'entrepreneuriat, on leur apprend à développer leur créativité. Et le but, c'est de leur amener des personnes qui ont de différentes carrières qui leur ressemblent. Ils leur donnent le même contenu, mais qui sont en mesure de comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre présentement à l'école. Les petites nuances, parce que c'est plus que juste enseigner aux élèves. Tu dois comprendre leur réalité. Tu dois faire, il y a une éducation de la vie qui doit être faite également en même temps. Et je trouve que c'est ça qui manque. Parce qu'il n'y a pas une seule solution pour développer l'identité noire. Tout le monde a des identités différentes. Donc, de dire l'identité noire, c'est comme un peu, ça serait t'induire en erreur. La seule chose que je pourrais dire, c'est d'amener des réalités différentes et de la représentation, c'est le début. Oui, c'est vraiment important. Je pense que pour les Noirs, mais pour tout le monde qui est dans la salle de la classe, que je pense parfois au Canada, on a un système d'éducation qui ne valorise pas les différences. Donc, c'est important d'avoir beaucoup de ressources, beaucoup de représentation pour les Noirs, mais aussi les Autochtones qui habitent au Canada. Mais il y a plein de ressources sur le site Web Expérience Canada, mais aussi des autres sites Web. Gabriela, as-tu quelque chose à ajouter à cette question ou je peux passer à la prochaine? Je trouve que Harry est tellement bon, là. Il C'est, est vous tellement trois sont bon. bons. J'adore vos réponses. Ouais. Donc, la dernière question est où pouvons-nous aller pour trouver l'art dans les écoles? Quand même, c'est une question un peu générale. J'imagine que vous avez des cours d'art, mais pas comme, est-ce que avez-vous une réponse pour ça? En fait, c'est quoi la question? La question, c'est où pouvons-nous aller pour trouver l'art dans les écoles? Souvent, les étudiants, ils ont des cours artistiques dans leurs écoles, mais quand même, il y a plein de ressources aussi. Parfois, je sais, les enseignants, ils invitent les artistes pour faire des cours dans les artistes autochtones, les artistes noirs dans leur classe. Est-ce que, je pense que cette question vient de Julie, est-ce que tu peux être un peu plus spécifique pour ta question? Si possible. Et sinon, c'est pas grave.
Au pire, je pense qu'on va prendre toutes les questions à la fin et on va les afficher sur notre site web. Ah, OK. Elle a spécifié. L'art par des artistes noirs qu'on peut acheter. OK. Ma première réponse, comme juste en disant ça, c'est qu'aujourd'hui, on a accès à Internet et pour de vrai, c'est comme ça que nous, des fois, on trouve des artistes en utilisant nos réseaux sociaux. On va sur des pages que c'est spécifique, ou on regarde des hashtags que c'est spécifiquement Black artists ou des artistes afrodescendants. Je pense qu'en ce moment, surtout cette année, il y a eu beaucoup de collectifs, d'expositions en collectif. Il y a vraiment pour de vrai, je pense que c'est très facile de retrouver des artistes juste sur notre site Internet ou sur notre page Instagram. On fait la promotion d'artistes, surtout basés au Québec. On essaie vraiment de mettre ça local. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même facile de trouver de l'art. Puis même peut-être demander des fois aux étudiants. Je suis sûre que les étudiants qui sont sur les réseaux sociaux, ils ont des fois même eux des artistes qui le suivent. Donc, des fois, je pense qu'il faudrait peut-être des fois demander aux étudiants. Ils auront des bonnes réponses aussi. Il y a des artistes qui suivent sur Instagram même ou sur les autres médias sociaux. C'est facile à trouver ces jours maintenant. Merci pour la question, Julie. En fait, je pense que je vais conclure la session, mais j'aimerais vraiment remercier Hannah, Harry et Gabriella pour votre temps. Et je vous souhaite le meilleur avec vos projets et courage avec vos projets. Et je suis vraiment heureuse avec le travail que vous faites. Et on vous remercie d'avoir assisté aujourd'hui. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.